Je vais maintenant donner la parole à Hervé Gay qui va nous entretenir de médiation numérique dans les arts de la scène. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer par, comme tout le monde, par partager mon écran, mon PowerPoint avec, d'ailleurs, ça se voit bien? Oui. Oui, donc, je vais vous parler de médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène. Mais l'étude dont je vais vous parler, contrairement à mes collègues, c'est une étude pré-COVID. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Et c'est vous qui jugerez si c'est pertinent et quels sont les points de jonction qu'on peut faire entre cette étude et ce qui s'est passé avec la pandémie. Vous voyez en bas mon équipe de recherche, une belle équipe de recherche, et c'est un projet qui était de développement de partenariat qui était financé par le CRSH. Donc, je vous parlais un peu de la méthodologie et du déroulement des entretiens qualitatifs, des faits saillants. Et si on a le temps, on se rendra au constat. Et si on n'a pas le temps, bien, vous aurez quand même une petite idée de ce qu'on a fait dans cette recherche-là. Donc, cette étude-là faisait suite à un sondage quantitatif sur la médiation culturelle et numérique. Et le sondage lui-même nous a permis de dégager trois catégories dans le milieu des arts de la scène, c'est-à-dire les organisations qui ne faisaient pas de médiation culturelle et numérique, ceux qui s'investissaient surtout dans la médiation culturelle et ceux qui menaient les deux de front. Et donc, notre étude concernait les arts de la scène, théâtre, danse, cirque, et bien entendu, ce qui est multidisciplinaire, à la fois sur le plan, ce qui veut dire la diffusion multidisciplinaire, mais aussi la création multidisciplinaire, incluant les arts de la scène. Et dans tout ça, on a tenté de garder un équilibre entre les disciplines et entre Montréal et les régions. Donc, ce sont des entretiens qu'on a menés de novembre 2019 à janvier 2020, juste avant que la pandémie frappe. Et donc, on devait en faire 49, mais étant donné qu'on essaie toujours un petit peu de refus là-dedans, on en a réalisé 42 au total. Il y a une assez grande richesse de données dans tout ça. Donc, je vais directement au fait saillant. Le premier fait saillant qu'on constate au Québec dans les arts de la scène, c'est que la médiation culturelle fait parfois l'objet d'une perception diffuse, mais elle engendre aussi une pluralité de conceptions. Et chez évidemment, cette médiation diffuse-là est peut-être plus présente chez les organismes qui ne font pas de médiation et qui ne décrit pas vraiment la médiation comme une rencontre entre des créateurs et ses publics dans le sens où nous, on l'entendait dans notre groupe de recherche. Et ces organismes-là, c'est souvent des organismes de très petite taille, pas encore financés au fonctionnement, et qui mentionnent qu'ils n'ont pas l'impression de très bien savoir de quoi il s'agit. C'est une des raisons pour laquelle ils n'en font pas. Mais ils l'associent au rayonnement de leur compagnie, au développement public ou encore au besoin de rajeunir leurs spectateurs. À la différence des organismes qui en font, pour lesquels la médiation culturelle est un concept plutôt flou. Mais là, il y a un éventail de perceptions et de champs d'action. Et cette diversité de perceptions, elle a une influence sur les rôles qui sont endossés par les membres de l'équipe et des organismes, autant que par les membres du public. Et si plusieurs acteurs du milieu culturel s'interrogent sur la proximité de la médiation avec la promotion, l'éducation et la création elle-même, l'essentiel de la discussion gravite autour de la question relationnelle. En somme, quelle sorte de rencontre la médiation culturelle suppose-t-elle et autour de quoi la structurer? Là-dessus, il n'y a pas de consensus. Le deuxième fait saillant de notre étude, c'est que les pratiques de médiation culturelle et numérique ne font pas l'unanimité. Alors que certains embrassent la notion au sein de leur activité, d'autres doutent de sa pertinence et vont jusqu'à remettre en question leur responsabilité vis-à-vis des tâches à accomplir en médiation. Ils sont capables de nommer beaucoup de raisons d'en faire, mais autant de ne pas en faire. Et là-dessus, il y a pas mal d'éléments qui viennent jouer, comme la taille de l'organisme, son niveau de développement et de financement, ses ressources, sa compréhension de la médiation, sa conception de l'art et de la représentation des artistes aussi entrent en jeu, et aussi la division des responsabilités entre producteurs et diffuseurs, qui peut constituer un obstacle déterminant. On se demande qui doit le faire, et puis des fois on dit c'est l'autre qui devrait le faire. L'accroissement des activités de médiation a un effet mimétique au sein du milieu culturel et joue en faveur de sa dissémination.
Et en outre, les bienfaits de la médiation sont observés par plusieurs répondants et quand des réserves se font entendre, assez souvent, ça touche la médiation numérique. Troisième fait saillant, le milieu des arts de la scène ressent des pressions pour faire de la médiation numérique. Ils se sentent fortement incités à répondre à la volonté gouvernementale de faire non seulement une place accrue à la médiation culturelle, mais également d'accorder davantage d'importance aux dispositifs numériques. Et cette obligation-là se fait encore plus sentir pour ce qui est du numérique, et même si nos entretiens ont été faits avant l'arrivée de la COVID, et chez les organismes culturels, la perception du caractère nocif du numérique s'exprime là comme dans d'autres segments de la société, mais c'est aussi vrai, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que l'engouement pour le numérique, ben, ça existe aussi dans le milieu culturel, alors les deux coexistent. Fait saillant numéro 4, la médiation numérique soulève une grande diversité d'enjeux. Là-dessus, ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit. Mais je dirais qu'un enjeu qui est particulier aux arts de la scène, c'est vraiment celui qui concerne la place à accorder au vivant, puisqu'on parle de spectacle vivant. Et ça, pour les gens en arts de la scène, ça devrait rester au premier plan. En lien avec cet enjeu du vivant, il y en a plusieurs qui soulignent la dimension transmédiale de la médiation numérique dans les arts de la scène, ce qui, à leurs yeux, remet en question le fonctionnement esthétique même des arts de la scène, voire, dans certains cas, dénature ce que c'est qu'un spectacle. Et parmi les autres enjeux soulevés, certains notent l'utilisation de la technologie pose des problèmes. La fracture numérique, on l'a déjà mentionné, génération, région, groupes sociaux. Tout ça accentue la fracture numérique. Fait saillant 5, la pérennité des activités de médiation et l'acquisition d'un savoir-faire de qualité inquiètent le milieu. Les organismes qui s'adonnent au développement d'activités de médiation culturelle n'ont pas toujours l'impression d'avoir suffisamment de soutien des pouvoirs publics. Et la structure actuelle de financement par projet, particulièrement pour le numérique, suscite une impression d'éternel recommencement et ne favorise pas l'acquisition de savoir et de savoir-faire. De plus, l'évaluation des actions de médiation dans ces organismes demeure impressionniste et on note un manque d'outils à cet égard-là. Et une autre question qui est propre aux arts de la scène, c'est de savoir si les publics qui sont rejoints en ligne vont un jour se déplacer pour venir voir un spectacle. Ça inquiète les gens des arts du spectacle. Est-ce que j'ai encore le temps, Louis, pour un dernier fait saillant? Oui? Tout à fait, oui, encore 1 minute. Parfait. Donc, fait saillant 6, les pôles de la démocratisation de la culture et de la démocratie culturelle sont en concurrence dans le milieu des arts de la scène. Certains adhèrent à l'un ou à l'autre, et selon qu'ils adhèrent à l'une ou l'autre de ces dimensions, les organismes ont davantage tendance à organiser soit des activités qui favorisent l'expression artistique et esthétique des publics, ou encore à accompagner la venue au spectacle de publics qui s'y rendent déjà, ou celle de différentes catégories de non-publics. Mais dans les deux camps, on retrouve des organismes dont la sensibilité sociale est prononcée. Et même chez les organismes qui ont une vision plus commerciale du théâtre, de la danse et du cirque, cette sensibilité trouve à s'exprimer sous la forme d'activités diverses. Si j'ai encore quelques secondes, j'irais peut-être des constats qu'on peut dégager de ça. Le fait que la plupart des organismes trouvent quand même que la médiation culturelle est un complément à la rencontre avec le spectateur. Le fait que la médiation numérique présente des avantages et des désavantages, Anouk l'a bien fait valoir et Eva aussi, et Jonathan. Les organismes actifs dans les arts de la scène ne partagent pas tous la même vision de la culture. Donc, ça change leur manière de faire de la médiation. La médiation culturelle recourt à des savoirs et des savoir-faire qui tendent à être distincts selon les arts. Ça, je pourrais y revenir si ça vous intéresse. Et il existe un certain tiraillement entre vocation et obligation dans la pratique de la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène au Québec. Et je vous avais préparé cette petite chose-là, si ça vous intéresse, pour que vous ayez un peu accès aux paroles des participants et la manière dont les participants et les participantes formulaient leur point de vue. Vous pouvez Merci regarder. beaucoup. Merci beaucoup, Hervé.